Vous m'entendez pas là? La loi NOTRe confie aux régions nombreuses compétences auparavant prérogatives des départements ou de l'État. Et ces axes de décentralisation et reprise de compétences sont toujours présentés dans les rapports comme une panacée dont le consommateur ou l'usager tireront le plus grand bénéfice en termes de coûts et de services. Il est exact que les intentions présentées sont souvent louables et répondent à un catalogue de constats qui est souvent juste, mais les réalités qui en découlent au final au quotidien pour l'usager, il faut faire attention parce qu'elles sont trop souvent la matérialisation de deux choses. D'une part, un éloignement toujours plus prégnant du contact humain concret dans le service, au travers de l'informatisation globale des systèmes. Je fais juste une parenthèse, je ferai juste remarquer au passage que notre société, et la région n'y échappe pas, qui pleure sur le chômage, ne sait plus envisager une seule réforme structurelle sans en priorité remplacer l'emploi humain par la machine. Je ferme la parenthèse. D'autre part, toujours du fait du tout informatique, une inégalité croissante entre les anciens et les modernes, c'est-à-dire globalement les populations pour qui les outils informatiques sont une seconde nature et les autres qui les maîtrisent moins bien, voire pas du tout. En clair, une forme de relégation de fait de certaines populations souvent rurales et donc il faut y faire attention dans l'évolution des systèmes que nous mettons en place. Ainsi, ce rapport sur les transports rappelle quelques remarques concrètes. D'abord sur la forme. Concernant la reprise des TET, les trains d'équilibre du territoire, auparavant gérés par l'État, la période de transition risque de se montrer plus longue et compliquée et donc probablement coûteuse que ce qu'elle apparaît dans le rapport. En effet, on se rend compte que dans un premier temps, la région, nouvelle autorité de gestion, devra assurer la performance immédiate de fonctionnement d'un réseau dont en amont, on ne sait pas qui, qu'on ne connaît pas les termes du contrat, de la région ou de l'État sera propriétaire des matériels roulants. Et en aval, devra faire rouler ce matériel sur des voies dont elle ne maîtrise ni leur état dégradé ni l'entretien, puisqu'elles appartiennent à SNCF Réseau. Selon votre rapport, l'accord signé le 19 janvier 2017 avec l'État sur les 3 lignes structurantes de notre région est censé permettre une gestion de proximité plus souple, plus réactive et plus exigeante. Mais il est à craindre que ce que la logique de décentralisation présente toujours comme des simplifications soit en l'état, en réalité, une complexification du système. D'autre part, il ne faut pas être dupe. Quand l'État cherche à se délester de la gestion de certaines lignes, ce n'est pas par altruisme, mais en général suite au constat d'un manque de performance de sa part et à des charges d'exploitation qu'il n'est plus en mesure de supporter. Dans le cadre des 3 lignes TET reprises en gestion par la région, le déficit d'exploitation est estimé à 49 millions d'euros. Il est prévu que l'État couvre le déficit la première année, puis que la région se substitue progressivement. Nous aurions aimé savoir, car nous ne connaissons pas précisément les termes du contrat, si l'accord final avec l'État est de financer 24,5 millions constants ou si l'accord est sur 50% du déficit courant, ce qui est différent. Idem pour la reprise de compétences des transports scolaires, dont le coût du transfert est censé être compensé par le reversement donc de la CVAE. Mais suffira-t-il à couvrir toutes les charges induites, comme le passage de fait dès le 1er septembre, de l'effectif de la direction des transports et de la mobilité durable de 17 à 73 agents décentralisés sur le territoire? Nous manquons d'informations précises et étayées à ce sujet. Maintenant, une réflexion sur le fond, parce que le transport est par essence le service public, tout ce qui est la mobilité des citoyens est par essence le service public. À la lecture de ce rapport apparaît une évidence criante que l'on pourrait qualifier de changement de philosophie du service public, au fur et à mesure que se réalise le transfert des compétences induit par la décentralisation. Et ce constat est très loin d'être anodin, car il repose sur la stratégie bien rodée d'un double jeu permanent. En effet, depuis 40 ans maintenant, l'écrêtement impitoyable des services publics sur le territoire est toujours présenté sous les atours séduisants de la simplification, de la modernisation et de l'excuse d'une scrupuleuse gestion des deniers publics. Mais le résultat est au final trop souvent l'inverse. Comme il n'est pas possible d'analyser ici tout votre rapport, je prendrai juste un exemple précis. Vous citez comme premier de vos 4 grands principes dans le rapport l'aménagement équilibré du territoire avec une solidarité renforcée pour la ruralité. Parfait. Et vous proposez immédiatement derrière comme solution innovante, particulièrement pour les zones rurales, le covoiturage. Procédé certes moderne et apparemment flexible, mais qui repose sur l'individu, sur le volontariat et donc le risque d'aléa que cela représente. Et là, c'est là où intervient la bascule de la philosophie de votre conception du service public, comme je vous le signalais. Car le propre du service public, c'est précisément d'assurer et de lisser le fonctionnement des services pour chacun, en annulant par le collectif les aléas liés aux éventuelles défaillances de l'individu.
depuis toujours. C'est sa raison d'être, sa force. En rebasculant dans l'autre sens, vous risquez de détricoter progressivement l'esprit même du service public, et toujours au nom de la modernité, bien entendu. Pour finir, le maillage de tout le territoire par le ferroviaire dès le début du XIXe siècle prenait en compte le transport des personnes, le fret, le besoin de l'entreprise, comme celui de la dame de ménage, et s'avérait être comparativement infiniment plus simple, fiable, performant et moderne en termes de service public que certaines de vos propositions d'aujourd'hui. Et pour ceux qui seraient tentés de sourire de mes propos, allez vivre quelque temps en Suisse, je crois que M. Fournier ne me détrompera pas là-dessus, allez vivre quelque temps en Suisse pour apprendre ce que l'on peut faire aujourd'hui comme service public magistral avec le ferroviaire quand les pouvoirs publics en font véritablement le choix. Je vous remercie.